C'est bon? Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler des matériaux, mais je ne suis pas ingénieur en matériaux, je suis ingénieur à l'origine en thermodynamique, moteur d'avion et mécanique, et je travaille sur... Mon expérience professionnelle, c'est la modélisation géométrique. Mais quand même, je vais vous parler des matériaux sous l'angle des services qu'ils nous rendent, et pour ça, j'ai préparé un slide qui peut vous sembler peut-être un peu naïf, parce que ça résume un peu l'historique du développement des plastiques modernes. Et qu'est-ce qu'on voit surtout sur cette présentation, c'est que les plastiques qu'on utilise le plus ont été découverts au XVIIIe siècle. Le plus ancien, c'est le PVC, en 1835. Le polystyrène par un pharmacien en Allemagne dans les années 1830. Et je ne pense pas qu'à cette époque-là, il se soit douté qu'aujourd'hui, toute l'eau sanitaire dans les habitations serait tenue dans des tuyaux en PVC. Et ce qui fait en fait que ce produit est utilisé, c'est son usage. Et donc, je vais profiter de cet angle pour vous montrer quel service peut nous rendre ces matériaux avec les technologies de modélisation et ce qu'on pourrait envisager avec. Alors, je vais vous parler d'un projet, disons, semi-personnel, parce que j'ai un rêve d'ingénieur qui est d'arriver à modéliser une surface ondulante qui ressemblerait à ça. Donc ça va se lancer parce que ça s'est lancé jusqu'à présent. Je voudrais arriver à fabriquer, vous voyez, une surface qui ondule un peu dans les deux directions. Donc vous imaginez bien que ça pourrait voler, hein. C'est un peu ça l'objectif final, mais j'en suis pas là. Pour l'instant, ce que je veux, c'est arriver à faire une surface qui soit capable de s'articuler, mais qui ne soit pas une surface élastique, parce que si je dépense de l'énergie à articuler une surface élastique, je vais dépenser toute mon énergie à faire des phénomènes d'hystérésis. Et évidemment, je vais gaspiller toute mon énergie, parce que le matériau va chauffer, et ça ne va pas faire ce que je voudrais. Donc, pour ce faire, j'ai réfléchi à une sorte de structure réalisé avec des petits triangles qui mèchent la surface d'une sphère et qui pourraient se retourner. Alors, géométriquement, il y a une complexité, c'est qu'on ne peut pas modéliser une sphère avec des triangles équilatéraux qui soient tous identiques. Et donc, pour ce faire, je suis obligé de faire des triangles qui sont, puisqu'ils ne sont pas tous identiques, ils sont tous différents. Et pour ce faire, je leur ai donné des numéros. Et ensuite, je les prototypais avec les machines de Formlabs, en les fabriquant une par une. Alors, en passant, je vous montre une des particularités de Préform, qui est donc le logiciel de Formlabs pour l'impression poudre. Donc, je vous montre déjà le résultat, en fait, pour que vous ayez une idée de où je veux en venir. Je veux vous montrer. Donc, ça, je l'ai réalisé. C'est un prototype. Donc, je me retrouve avec quelques 180 pièces qui ont été faites en poudre nylon. Mais évidemment, je ne vais pas les modéliser une par une, parce que j'y aurais passé la semaine. Et donc, disons le point de compatibilité parfait entre les technologies 3D Print et nos outils à nous, Dassault Systèmes, c'est qu'on est capable d'automatiser la géométrie, la production de la géométrie de la même manière qu'une imprimante 3D est capable de faire des pièces individuelles, uniques. Alors que le processus industriel classique pour les pièces en plastique, c'est l'injection plastique et le moule qui permet de faire des économies à grande échelle. Donc, avant d'arriver à ça, j'utilise le logiciel Préform de Formlabs qui permet de faire ce qu'on appelle du nesting. Vous voyez, le nesting, ça consiste à essayer de resserrer dans un espace le plus petit possible toutes les pièces qu'on doit fabriquer, parce que ce qui coûte cher, c'est la matière première. Et de la même façon que les gens qui fabriquent des chaussures essayent de mettre le maximum de patrons de chaussures dans une pièce de cuir, parce que ça coûte cher, on a le même problème, mais en 3D. Et croyez mon expérience dans le domaine de la modélisation en 3D, ce genre de problème de nesting, c'est assez sophistiqué, c'est assez complexe. Et là, il est vraiment... J'ai été surpris que ça marche aussi bien, aussi vite, et avec un resserrement aussi intense. Vous voyez, c'est vraiment très, très, très serré. J'ai pas fait... Hein ? Ça doit être marqué quelque part. Bon, là, j'ai un problème de chevauchement, mais... Donc, c'est pas le cas idéal, hein, mais ça s'est fait en 2 minutes, quoi. Mais en tout cas, je vous garantis que ça marche parce que j'ai réussi à le faire pour de vrai. Et... s'agissant d'un projet un peu à la marche, quoi, j'ai pas pu y passer la semaine. C'est vraiment quelque chose je l'ai calculé à la maison et je l'ai envoyé au print ici.
donc c'est bien pour expliquer que, en fait, si on part de l'usage, non pas des technologies, on peut imaginer des services qu'on voudrait obtenir en mettant en œuvre des technologies qui sont aujourd'hui disponibles, mais qui ne sont pas dans les habitudes des ingénieurs et des gens qui font les objets du quotidien. Aujourd'hui, on essaye de faire un maximum de pièces identiques. Pardon ? La chaise de Patrick Jean. Voilà, ce genre-là, exact. Mais encore que, enfin là, c'est plus du travail, disons, d'architecte, de designer. Et c'est pas vraiment mon métier. Moi, vous voyez, ma problématique de tous les jours, c'est résoudre les problèmes. Et là, c'est plus comment dire, de l'objet artistique. Qu'est-ce qu'il a pu maîtriser? Je sais pas si vous avez vu, quand on rentre, il y a un écran à l'accueil où elle est présentée. Ouais, oui, en effet. C'est une pièce qui est imprimée en un morceau, mais une chaise pliante. Voilà, en polyamide, en effet. Non, alors, j'avais préparé une présentation au sujet des matériaux, mais mon responsable m'a dit fais attention parce que c'est quand même des professionnels, donc tu pourras pas leur parler du PLA, de l'ABS et du PETG parce qu'ils connaissent ça depuis longtemps. Et en effet, j'ai découvert des matériaux. Donc, ce qu'on peut quand même voir dans ce slide, c'est que finalement, ce qui est important dans le choix d'un matériau, c'est les critères qu'on veut sélectionner pour l'objectif qu'on se donne. Et nous, prototypistes au Fab Lab, on utilise beaucoup le PLA parce que ça nous permet de faire des erreurs. Et alors j'ai un exemple ici. Donc on fabrique pour une start-up un moule dans lequel on doit voir la déformation de la pièce pendant que le moule se referme. Donc pour ça, on a fabriqué un moule transparent, on a installé une caméra au-dessus, et pendant le fait que les deux mâchoires se referment, on capture la vidéo. Et pour ce faire, il faut un système de glissière sur les côtés, vous voyez. Donc on a conçu la glissière, et on utilise le PLA pour ça. Quand sur un écran d'ordinateur, on peut facilement modéliser une forme, mais entre ce qu'il y a sur l'écran et ce qu'on a dans la main, il y a une sorte de tout à coup de perception qui est différente. Et donc, on le fait en PLA déjà, pour valider la position des galets, pour s'assurer que le diamètre correspond, vous voyez, le diamètre est bon, que la vis est bien du diamètre du roulement, que le roulement rentre bien dans le galet, que le galet glisse pas, donc pas comme là, vous voyez, il y a un jeu là, qui ne devrait pas y avoir. Et donc le PLA, c'est un bon matériau pour se rendre compte. Une fois qu'on est sûr que c'est bien, du point de vue de la géométrie, on s'aperçoit aussi qu'il y a un peu trop de matière pour le service rendu. Alors on se lance dans la modélisation, disons, plus affûtée, dans lesquelles on économise en faisant des trous. On réduit tous les espaces dont on n'a pas besoin et on fait une impression plus économe. En fait, je dis ça, mais c'est pas moi qui l'ai modélisé. C'est les stagiaires. Moi, j'ai juste fait les trous pour faire les évitements et économiser la matière. Parce que finalement, c'est un challenge aussi. Parmi les critères qu'on se donne quand on choisit les matériaux, il y a le fait qu'il soit recyclable. Donc le PLA, c'est ça aussi, ce qui est bien, c'est qu'il vient de l'amidon, de maïs. Et donc, c'est un produit qui ne laisse pas derrière lui une énorme trace pétrolière. Et d'ailleurs, on a des poubelles remplies de modèles PLA dont on, je veux dire, qui sont des échecs, desquels on a appris. Hein. C'est pas des échecs, c'est pas du temps perdu, c'est important pour développer les produits. Mais donc ce critère-là, que vont devenir les déchets et aussi qu'est-ce que ça implique en termes de nettoyage, c'est très important. Par exemple, la résine, elle a cette formidable avantage dans la machine de pouvoir changer une résine pour une autre. Donc vous voyez, par exemple, on a des résines comme celles-ci qui sont dures et on a du transparent. Voilà. Dans la même machine, on peut imprimer des pièces qui sont transparentes, des pièces en blanc dur, des pièces qui résistent au feu et des pièces souples silicone. Dans une seule machine. C'est un avantage assez important quand même. L'inconvénient, c'est qu'il faut nettoyer ensuite parce que c'est de la résine, donc on nettoie à l'alcool isopropylique. Il faut une paire de gants pour sortir la pièce, pour la rincer au pinceau dans le grand bac. Ensuite, il faut encore la rincer, mettre dans le bac de nettoyage, et puis ensuite le bac pour la faire cuire.
Et puis ensuite, il faut une deuxième paire de gants pour renettoyer tout ça parce qu'il y a des gouttes partout. Il faut nettoyer la machine par terre. Et il ne faut pas jeter dans la poubelle. Et ensuite, le bac dans lequel la résine a précipité, on la met au soleil, elle durcit mais un petit peu, on récupère un espèce de savon qu'on met dans un sac et qui va aux déchets industriels. Et donc, il faut gérer tous ces déchets-là. Parce que la personne qui ensuite ramasse les poubelles, il n'est pas question qu'elle s'attrape une irritation parce qu'elle est sensible aux durcisseurs. Et d'ailleurs, sur les produits, c'est marqué « faites attention ». Et donc, ça nécessite un BOA, etc. Donc, c'est un avantage pour un inconvénient, un compromis. Et donc, finalement, la bonne question qu'il faut se poser, c'est quel est le bon critère à avoir en tête pour choisir le bon matériau. Est-ce que vous pensez à d'autres critères? Moi, j'en ai, mais si je les annonce directement, j'ai peur de ne pas profiter. Vous avez d'autres critères en tête? Là, il y a la sécurité, il y a par exemple les poudres, elles sont ATEX, ça veut dire que si l'opérateur au moment de verser, il laisse tomber le sac, ça tombe par terre, ça fait un nuage. Explosif, pas très explosif en réalité, parce qu'on a fait le test, on voulait savoir à quoi s'attendre. Donc oui, on a pris un sac, on a secoué dehors, on a craqué un briquet, ça a fait pouf. Le médecin nous a dit qu'on était des gosses, parce qu'on aime s'amuser. Mais au moins, on sait à quoi s'attendre. C'est important parce que la sécurité dans notre atelier, c'est un des critères principaux. Enfin, c'est pas un objectif, mais c'est la priorité. Il ne peut rien nous arriver de dangereux et donc il faut qu'on maîtrise tous ces dangers-là. Et la poudre, ça a ce problème-là. Et aussi le problème d'inhalation parce que c'est très fin, donc il faut porter un masque. Alors ensuite, il faut sabler, il faut nettoyer. C'est assez pénible. Donc là, pour mes petites pièces, j'ai quand même passé 2 heures à sabler, mais bon, c'était le prix à payer, disons. Mais quand même, ça fait partie des critères quand on modélise, il faut avoir toute la chaîne de production en tête. Et c'est pour ça que dans les sociétés qui font de la manufacture, donc les fabricants de voitures comme PSA par exemple, tous leurs ingénieurs, ils les font commencer par un stage ouvrier. Parce qu'ils savent bien que la clé d'un produit qui fonctionne, c'est un produit qui se fabrique dans des conditions humainement acceptables. Et donc il faut que les vis soient bien orientées, soient à portée, soient pas trop lourdes, que l'opérateur, quand il visse, il cherche pas les boulons, etc. Et donc, toutes ces contraintes, si on les reprend à zéro, avec les nouvelles technologies, elles peuvent nous permettre de faire des miracles, finalement. Et pour ça, il faut les logiciels de Dassault Systèmes. Les nouvelles machines, évidemment, qui permettent de faire des pièces uniques, mais aussi des algorithmes qui vous permettent de modéliser les pièces unitaires automatiquement. Alors, je sais que c'est un message qui a été tellement répété qu'il est un peu galvaudé, mais c'est une réalité. 180 pièces d'un truc articulé, on ne peut pas les faire à la main manuellement, c'est impossible. Mon modèle? Ton modèle d'origami. Oui, c'est ça. Comment tu l'as scripté? Alors, Charger le script, mais il n'est pas si compliqué le script, en fait, parce que... Vas-y, charge-le. Où est-ce qu'il est? Ce qui est fort, en fait, derrière l'histoire, c'est qu'il y a une app qui va vous permettre de le faire sous forme de graphe. Et donc, c'est un peu, dans l'IA, il y a des orchestrateurs qui sont en train de voir le jour, qui permet d'avoir une entrée et une sortie. On fait exactement la même chose avec nos algos. Un patch, ça facilite beaucoup l'entrée des spécifications et ça permet d'apporter une puissance parce que ça permet de passer vraiment à l'échelle et de piloter les moteurs de façon complètement automatiquement. Et c'est un outil où ça mettrait quelques heures à expliquer. Et oui. Changer juste le graphe pour expliquer un peu comment ça marche. Bon, là, c'est un peu confus, c'est pas prévu d'être montré comme ça, mais c'est quand même... il faut bien comprendre... Non, mais c'est bien, je relève le challenge, c'est qu'en fait... il y a quand même une autre similitude entre nos logiciels et les machines qui sont là, qui servent à faire des outils. C'est que nos outils logiciels à nous servent aussi à faire des outils. Alors, je m'explique. Quand j'ai besoin de générer toute cette géométrie, que je ne peux pas la faire à la main, eh ben, je fabrique un robot qui est capable de faire la géométrie à ma place. Donc, c'est aussi un outil. C'est du logiciel, mais il le fait à ma place. Et pour le faire, j'ai ce... Donc, ça pourrait être vu comme des outils d'automation, mais c'est plus que ça. C'est presque des outils de développement. Alors, c'est là, c'est marqué triangle, vous voyez, ça génère des triangles. Mais ça génère des triangles avec les petites charnières qui sont là. Il faut le voir pour... Vous voyez, la particularité, c'est que j'ai fait des charnières pour rassembler tous mes petits triangles-là. Les charnières doivent être, comment on appelle ça, polarisées, de sorte que la droite et la gauche puissent pas se confondre. C'est-à-dire, si je le mets à l'envers, ça rentre pas. Il y a un côté face et pile qui a été enlevé là parce que je l'ai découpé à la tenaille pour protéger mon iPad. Non, je plaisante, c'est un peu simplement parce que ça dégage un peu la vue, quoi, disons. Et il faut aussi que le jeu
permettre l'articulation sans trop de déplacement et aussi sans trop d'efforts parce que je vais devoir les monter une par une et quand j'en aurai une grosse pièce, j'aurai les mains en feu à la fin. Donc tous ces problèmes-là, ça c'est de la mise au point. Et ensuite, la génération automatique de tout ça, c'est à l'intérieur de ce graphe qui est finalement pas gigantesque, hein, mais c'est... Non mais, non, mais peut-être que... mince. Un truc tout simple. Ouais, non, mais c'est vraiment basique, je vous assure. C'est rien du tout. Hein. Non, c'est rien du tout. Il y en a qui en font jusqu'au parking là-bas. Et après, ils ne marchent pas, ils se plaignent. Alors, vous voulez faire des choses simples. Bon, mais il y a d'autres niveaux à l'intérieur. Tout n'est pas là. Mais enfin, c'est quand même vraiment... C'est difficile d'expliquer quand... c'est pas qu'on n'est pas du métier, mais quand on n'a pas cette sensibilité de fabriquer pour de vrai, c'est que tous les outils de modélisation ne se valent pas dans le sens où, dans certains cas, il vaut mieux que personne n'y ait touché avant vous. C'est-à-dire que nos concurrents nous reprochent souvent de ne pas avoir assez de composants qui soient tout faits pour brancher les trucs et ça marche à la fin. Mais quand on fait ça, de fait, on se retrouve à faire pareil que les autres. Or, justement, l'innovation, c'est d'arriver à trouver d'autres manières de faire mieux avec moins. Et finalement, c'est ça le challenge de l'innovation du futur, c'est d'arriver à faire mieux avec moins. Parce que le XXe siècle, on faisait mieux avec plus. On fait des avions qui vont plus vite, ils consomment 10 fois plus, ils font 10 fois plus de bruit, ils font 10 fois plus loin. Mais à un moment, il va falloir se calmer un peu parce que la planète Terre est un espace fermé, on est de plus en plus, il va falloir trouver des méthodes un peu plus efficaces. Et donc, il faut penser autrement et nos outils à nous, ils nous permettent de faire ça. Ah bah alors d'accord, pardon, je me suis un peu enflammé alors. Je recommence donc. C'est important. Oui, c'est vrai, j'explique. C'est important parce que ça fait partie de nouveaux outils qui sont extrêmement puissants. Rotate, mais alors. Douce. Des concepts lourds à mettre en œuvre. Donc ça, c'est un mesheur. Donc là, je vous donne vraiment la vue mise au point du produit. Hein. C'est pour que vous ayez une idée. Donc, On est là, c'est pas du tout enregistré. Donc c'est en petit parce que c'est un modèle réduit. Vous voyez là, c'est marqué 10 à l'échelle du 10e. Voilà. Je sépare la droite et la gauche. Où est-ce qu'il est ? Là. Je ferme un peu. Ah, où est-ce qu'il est ça... Il devrait y avoir le mesh, je ne vois pas. Donc, chacune de ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle un opérateur en géométrie. Ça prend en entrée une géométrie et ça la transforme en quelque chose d'autre, avec des paramètres. Donc, ce que ça fait ici, c'est que ça transforme une calotte sphérique découpée avec les quatre côtés là, qui ont fait un diamant, enfin un hexagone posé sur une sphère, et ça la découpe en petits triangles. Donc les propriétés sont là, l'angle maximum des bords c'est 30 degrés, mais bon, un triangle équilatéral c'est 60, donc ça tient l'aspect. Et puis après, il y a la taille de chacune des faces, la taille ciblée, mais pas la taille exacte, parce que sinon ils seraient tous équilatéraux. Et donc, après cette opération de méchage, qu'est-ce que je fais ? Je récupère les bords du mesh. Alors, je n'arrive pas à les voir, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un problème de visu. Donc là, il faudrait que j'affiche, mais ça fait beaucoup de petites choses à régler. Pourquoi je ne les vois pas ? Donc ça calcule les bords du... Voilà, les vertex qui sont là, les faces, les edges des faces, voilà, ils sont là. Et une fois que j'ai les edges, c'est-à-dire les bords des triangles, à partir des bords des triangles, je peux appliquer ce qu'on appelle un template, qui en fait est un robot qui, à partir des bords et de la verticale, parce qu'il faut les orienter, les parcours un par un, et va poser un petit morceau de charnière dans le bon ordre. D'abord la charnière mâle, après la charnière femelle, détecte l'angle et passe à la suivante, tu vous fais le robot. Ensuite, il remet charnière, deuxième charnière, nouveau bord, encore une fois, 2 fois, il arrive au bout, parce qu'il est passé 3 fois, et il se dit maintenant je passe au triangle d'après. Évidemment, en fait, c'est exactement ce que ferait un opérateur qui fait de la géométrie manuellement, en tricotant tous ces trucs. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au bout du 10e, il se dit mince, j'ai oublié un rayon. Et il refait tout.
Alors que là, comme c'est le robot qui le fait tout seul, avant même d'essayer les 6 premiers, j'ai calculé toute la structure. Parce que c'est rapide. Donc je calcule toute la structure, j'en imprime 6, je vois si j'arrive à l'éclipser, s'il y a assez de jeu, si c'est pas fragile. Donc j'en fais 3 parce que la règle Toyota qu'il ne faut pas répéter, mais ils m'ont dit surtout n'en parlez pas, mais c'est un secret de Polichinelle dans le design, c'est qu'il faut le modéliser 3 fois pour que ça soit bien. Même avec la meilleure volonté du monde, c'est impossible de le sortir juste du premier coup. Donc on le modélise, on le fabrique, on le regarde de près, et on le refait 3 fois, et après c'est bien. Et puis après on a un prototype bien, et on se dit, ah, le prochain il doit pas être comme ça, et on refait tout. Mais c'est ça le travail de prototypiste, c'est pour ça qu'on est rempli d'échecs là-bas. Mais à la fin des échecs, on a des choses qui sont vraiment bien, je vous assure. Voilà. Et donc pour tout ça, il faut des matériaux nouveaux, il faut des machines qui soient capables d'imprimer des pièces uniques, et il faut des algorithmes pour faire des géométries, pour nourrir ces machines à faire des pièces uniques, pour qu'on puisse ensuite puisse mettre au point des processus de fabrication qui ne soient pas la réplique de ce qu'on a appris en un siècle de taylorisme. C'est pas mal hein, comme conclusion, j'aime bien. Voilà, merci de votre écoute.